Christine. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner l'immense plaisir que j'ai présente ici à Dakar, hein, et notamment qu'il y ait la présence de deux des anciens doctorants doctorantes, hein, Odette Ouedraogo, qui est de Ouaga, hein, au Burkina, et Omar Sekou Diédhiou, qui est donc actuellement dans un beau poste. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler ultérieurement. Et je dirais, ces thèses, la seconde en particulier, a été faite en collaboration avec Oumar Sy de l'université de Ziguinchor, où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises pour voir justement ces problématiques d'agriculture urbaine qui sont particulièrement intéressantes et révélatrices, je pense, de tout ce qui peut se dérouler un peu autour de ces questions-là. Sachant que, je remercie aussi chaleureusement le directeur de cabinet de sa présentation où il a bien insisté sur ces questions de foncier, conflit autour du foncier, accès au foncier. Et on pourrait décliner comme ça cette problématique un peu à l'infini. Parce que sans terre, pas d'agriculture. Presque. Presque. Donc, on a vraiment besoin de ce foncier. Et justement, dans l'ouvrage, hein, j'ai oublié de prendre l'exemplaire, dans l'ouvrage que nous avions co-dirigé avec Christine Aubry, hein, qui est ici, pour le mot Dixon de 20 000 francs, 20 000 francs, nous avons donc notamment deux des intervenants présents qui ont écrit dans l'ouvrage, dans la partie 2 en particulier, qui s'intitule « S'accommoder, quels espaces agricoles face à des enjeux d'aménagement ». Le verbe de « s'accommoder », je pense que ça reflète bien justement les problématiques autour de cette question d'accès, de travail, de pratiques potentielles pour cette agriculture urbaine en particulier. Trois pays vont être balayés dans le cadre de ces. Enfin, non, je dis pas très bien les choses. 5 pays vont être évoqués lors de ces présentations. 3 présentations plutôt à caractère scientifique, avec la Côte d'Ivoire, le Gabon en particulier, et puis Madagascar. Et puis le Sénégal et la République du Congo pour les intervenants professionnels. Pour rappel aux intervenants, comme c'est la première session, on essaiera d'être strict sur le timing, car vous êtes très nombreux sur ces 2 journaux, et donc merci de respecter les temps. Nous allons commencer et chaque intervenant se présentera rapidement lui-même. Ce sera plus rapide. Nous allons commencer dès à présent avec l'exemple donc de Madagascar. Bonjour. Nous commençons donc les présentations de cette session 1. Si vous pouvez vous présenter rapidement et ensuite mettre en avant justement l'intérêt de réfléchir autour de Madagascar sur cette question foncier et agriculture urbaine. Merci. Ok, bonjour. Donc, je suis Valérie. Je travaille sur l'agriculture urbaine depuis 2015 sur différents volets. Cela fait bientôt, donc maintenant 10 ans que je travaille dessus avec différents volets liés avec l'agriculture urbaine, notamment la sécurité alimentaire et récemment sur les questions foncières ici en lien notamment avec ma thèse. Donc, c'est avec plaisir que je me tiens ici devant vous et je suis ravie d'échanger avec vous sur le thème des règles et des pratiques d'acteurs de l'urbanisation liées à l'obtention des permis de construire dans l'agglomération d'Antananarivo ici à Madagascar.
Donc, cette présentation s'inscrit dans le cadre de ma thèse soutenue l'an dernier. Tu me dis quand je dois passer les diapos? Oui, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Oui, donc historiquement, dans l'agglomération d'Antananarive, l'urbanisation était d'abord collinaire. Elle s'est ensuite étendue dans les plaines agricoles, mais surtout aussi inondables. Et en plus, ces constructions se font sur des remblais de petite ou de grande envergure et qui sont dangereuses pour la population de fait de leur exposition aux inondations de plus en plus fréquentes. Donc, à l'instar d'autres pays du Sud, l'urbanisation dans les plaines de l'agglomération est également informelle. Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bon. Oui, c'est celui-là. Les processus d'urbanisation sont également en fait distants des lois et des règles d'urbanisme et ces constructions sont réalisées dans les plaines qui sont définies par ces outils d'urbanisme comme non constructibles. Elles se font sans que les constructeurs n'aient de permis ni de rembler, ni de construire et n'ont pas d'accès aux services de base. Du coup, près de 72% des constructions dans la capitale sont informelles. Ce qui nous a amené à la question suivante. Euh, Slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont les caractéristiques des règles et des pratiques d'acteurs, régulateurs ou constructeurs relatives à l'obtention et à la délivrance des permis de rembler, de construire? Slide suivante, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, pour répondre à cette question, à l'échelle de 3 ans d'études, des enquêtes ont été réalisées auprès de 102 acteurs, dont des ménages et des entreprises, et aussi auprès des acteurs régulateurs sur les thèmes de permis et règlements d'urbanisme. Ici encore, les résultats ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'agglomération, mais révèlent des dynamiques significatives à l'échelle des zones étudiées. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Du coup, après l'analyse en fait des procédures sur l'obtention de permis, il en résulte que ces dernières sont assez complexes. Sur la figure de gauche, on peut voir les procédures pour l'obtention du permis de rembler et sur la figure de droite, celle pour l'obtention du permis de construire. Slide suivant, s'il vous plaît. Oui. Les étapes, en fait, les délais et les coûts nécessaires pour obtenir les permis de rembler et de construire à Madagascar sont très complexes et très chers, et beaucoup plus complexes et chers que dans d'autres pays, corroborant les résultats de la Banque mondiale. Ainsi, selon les textes, il faudrait 26 étapes, visiter 4 institutions pour le demandeur, sans compter les allers-retours, compter 64 à 85 jours ouvrables alors que dans la pratique, slide suivante, s'il vous plaît, juste pour avoir, par exemple, un certificat de situation juridique de la parcelle, cela peut prendre 1 an, nécessiter des allers-retours au niveau des bureaux. Oui, merci. Il faudrait également 2 dossiers avec un ensemble de 12 papiers. Or, dans la pratique, il est difficile de produire des documents fonciers du fait de détérioration des archives, de l'obligation de retracer l'évolution entre le nom sur les archives et le propriétaire actuel de la parcelle, et aussi obtenir l'accord de tous les cohéritiers. Pour le coût formel pour l'obtention d'un permis de remblai de construire pour une zone résidentielle de 150 mètres carrés est estimé entre 370 € à 1500 € et pour une zone commerciale de 200 mètres carrés, il est estimé entre 700 € à 2300 €. Or, 80% de la population vit avec moins de 2 € par jour et ces coûts apparaissent en décalage avec les capacités financières de la majorité des ménages. Slide suivante, s'il vous plaît. De plus, il n'est possible de construire si et seulement si la zone est constructible. Or, ce règlement n'est pas connu par les constructeurs et les autorités locales ici. Ensuite, et si la zone
si la zone est constructible, il faut une superficie minimum de 150 mètres carrés. Or, les superficies détenues par les ménages sont inférieures à cette superficie. Merci. En résultat, face aux contraintes financières, informationnelles et administratives, sur 30 ménages ayant besoin de permis de remblai, 2 en ont demandé. Et sur 54 ménages qui ont construit, 10 ont demandé un permis. Sur 10 entreprises ayant besoin de permis de remblai, seuls 4 en ont demandé et tous ont déclaré avoir demandé un permis de construire. Slide suivante, s'il vous plaît. Et faute de ne pas obtenir de permis de construire, les ménages peuvent d'une part formaliser leur construction ex post. Comment? En allant demander des autorisations de construire à la commune, notamment pour obtenir des services de base comme l'eau et l'électricité. Ces autorisations-là, on va les expliquer plus tard en détail. Et ou en espérant protéger leur bâti avec le paiement de l'impôt foncier sur les propriétés bâties ou l'acquisition de numéros de logement. Du côté des entreprises, la formalisation de la construction se fait de manière systématique avant ou bien après la construction. Et pour ce faire, les entreprises ont, grâce à leur réseau de connaissances et aussi à la corruption, modifié la zone inconstructible en constructible, accélérer et alléger les procédures, contourner les procédures et solliciter d'autres institutions. Slide suivante, s'il vous plaît. Et du côté des autorités locales, il a été vu que seuls 15% des communes de l'agglomération d'Antananarivo suivent les procédures. Certaines communes préfèrent adapter et alléger les procédures. Ils mettent en place alors ces autorisations. Cette offre s'adresse aux ménages n'ayant pas de documents prouvant leur droit de propriété, du fait d'archives détériorées, de superficie inférieure à celle constructible ou d'impossibilité à constituer les dossiers nécessaires pour un dépôt de demande de permis de construire. Donc, pour l'année 2022, une des communes rencontrées a délivré 156 autorisations contre 15 permis de construire. Slide suivante, s'il vous plaît. Et du côté de l'administration, plusieurs institutions sont impliquées dans la chaîne de production des permis. Des représentants des institutions de l'État, de leur côté, vont plutôt rejeter la faute sur les autres, comme le raconte un cadre, et ou bien certains représentants d'administration vont rejeter la faute aux communes. Slide suivante, merci. Les administrations concernées font également au fait qu'aucune décision de justice ne sorte en leur faveur pour réaliser des démolitions. Les représentants des administrations optent alors pour la formalisation ex post en modifiant le futur plan d'urbanisme. Comme on va voir sur la figure, c'est une partie d'une des zones d'études. En vert, ce sont les zones inconstructibles et en rouge, les zones constructibles en 2004. En gris, est-ce qu'on peut faire... oui, merci. En gris, on a les constructions qui se sont développées durant la période 2003 et 2017 dans les zones non constructibles. Puis, avec le zonage depuis 2019, on peut voir les limites des zones constructibles qui reprennent les étangs et étendent les limites des bâtis. Slide suivante, s'il vous plaît. Pour de nombreux constructeurs, l'obtention de permis est totalement impossible. D'un côté, l'administration a élaboré des procédures et des règles difficiles à suivre par les acteurs constructeurs et trop éloignées de la réalité du terrain. Et ces règles peuvent être contournées par l'administration elle-même et sans plus qu'une contrainte, une source de rente par la corruption. Les communes connaissent les trajectoires de chaque parcelle, sont témoins des transactions et délivrent les petits papiers. Elles ont élaboré des procédures locales allégées avec un traitement des situations au cas par cas pour les acteurs concernés. Et ces procédures, certes, sont source également de petites rentes pour la commune et ont été conçues pour que les acteurs formalisent à minima leur construction, faute de pouvoir les empêcher de les sanctionner. Et bien que les Fouctans soient peu impliqués dans l'élaboration des réglementations et des lois d'urbanisme, ils jouent un rôle crucial sur les marchés fonciers,
dans l'urbanisation et l'avancée des constructions informelles. Ils sont les premiers à repérer les débuts de construction sur leur territoire et à être mobilisés par les ménages et à les autoriser et à agir en tant que protecteurs des acteurs constructeurs en cas de manifestation des communes ou des agents de l'aménagement. Cependant, l'efficacité de leur protection n'a pas été observée vis-à-vis des inspecteurs des voiries ou des polices de l'aménagement du territoire. Donc, la difficulté des procédures et leur décalage à la réalité du terrain favorisent de fait de corruption. Les ménages pour écourter les délais ou avoir les papiers, les entreprises pour changer la qualification des zonages, l'administration incite même à la corruption et propose des délais plus courts. Et cette corruption dépend également du profil du demandeur. Plus l'acteur semble important en termes économiques, plus la somme demandée est importante. Donc, c'est ainsi que je termine mon intervention et je vous remercie pour votre attention et merci aussi aux organisateurs de cet événement. Je suis ravie de répondre à vos questions. Merci. Valérie, je reprends la parole à l'autre Christine. OK. Oui, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions que vous voudriez poser de suite? Autrement, on a un temps d'échange planifié à la fin des diverses interventions. Donc là, c'est vraiment voilà, une question. Qui peut prendre la parole? Vraiment une présentation qui correspond à la situation de la plupart de nos pays en Afrique. Attendez, il y a un micro qui va arriver. Alors, merci à tous. Bonjour. Je suis Dr Gérald Emmanuel Ibongi, géographe environnementaliste, géomaticien et ruraliste. Je suis enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. Alors, ce matin, je vais vous entretenir sur les pressions de l'urbanisation sur l'agriculture dans le bassin versant de Malibé au nord du Grand Libreville. Alors, mon propos se structure de la manière suivante. Donc, vous avez un contexte, une méthodologie, des résultats, discussions et perspectives. Alors, comme contexte, nous dirons que les grandes villes africaines sont fortement marquées par la croissance démographique, où l'agriculture occupe une place importante dans l'alimentation de ces populations. Ces espaces subissent le phénomène de l'urbanisation, qui s'opère souvent sans outils de planification. Ainsi, l'agriculture se pratique dans les zones à risque, telles que les zones inondables, les bas-fonds ou les zones polluées. Dans ce contexte, il est important pour nous de pouvoir réfléchir ou de mener une réflexion sur le devenir de l'agriculture dans un espace constitué de patchs de forêt, des milieux naturels et où on a une forte extension de l'urbanisation. Alors, nous travaillons au Gabon, à Libreville, capitale politique, et notre réflexion se concentre le plus sur le bassin versant de Malibé. Les objectifs de notre étude se structurent en trois éléments. En un, vous avez étudié la dynamique des espaces agricoles entre 2008, 2013 et 2020, y compris aussi la dynamique des constructions. Deuxième élément vise à caractériser les différentes pratiques agricoles au sein du bassin versant de Malibé, au nord du Grand Libreville, c'est-à-dire identifier les acteurs, les pratiques agricoles et les pressions de l'urbanisation sur l'agriculture. Enfin, il est question pour nous de pouvoir élaborer ou analyser les facteurs anthropiques ou urbains qui menacent les espaces cultivables. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous avons mobilisé la méthodologie suivante. Tout d'abord, il était question pour nous de pouvoir regrouper les différentes données, donc des images 2008, 2013 et 2020, afin d'obtenir ou d'extraire les surfaces de construction ainsi que les surfaces agricoles. Ensuite, nous avons procédé aux observations, aux entretiens et aux enquêtes de terrain auprès des agriculteurs, à l'aide des outils tels que Google Box pour l'enquête de terrain et de Locusma pour la collecte des données sur le terrain.
Donc, il était question pour nous de collecter des sites agricoles, de caractériser les pratiques agricoles, les facteurs de mobilité et de déterminer les surfaces de ces espaces agricoles. Enfin, nous avons effectué les traitements et les analyses de données. Et ce qui nous a permis de pouvoir identifier la carte, de faire autant pour moi la cartographie du bâti et des parcelles agricoles et de pouvoir déterminer les facteurs de pression agricole à l'échelle des secteurs. Présentons ici quelques résultats. Donc, parmi ces résultats, nous avons la caractérisation des différents acteurs agricoles. Donc, il s'agit ici de Horta Gabon, qui est une structure qui exerce dans le domaine du maraîchage et qui ravitaille les populations en produits agricoles, notamment en produits frais. Donc, cette structure compose elle-même ses fertilisants, possède également des équipements de pointe et possède des parcelles, on va dire, qui sont sécurisées foncièrement. Le deuxième type d'agriculteurs concerne ici les maraîchers non encadrés. Donc, ce sont des maraîchers qui n'ont aucune formation sur l'usage des produits phytosanitaires et qui n'ont pas des terres qui sont sécurisées foncièrement. Et ces derniers exercent ou pratiquent l'agriculture dans les zones inondables, les bas-fonds et les zones polluées. Et comme dernier acteur, nous avons les pratiquants de l'agriculture sur brûlis itinérante qui s'exercent dans les poches de forêt, notamment en périphérie à Libreville, et qui, en fait, pratiquent l'agriculture comme moyen d'autosubsistance. Alors, nous présentons quelques résultats des enquêtes que nous avons menées auprès des maraîchers. Donc, il s'agit ici de la nationalité. Donc, on se rend compte que la nationalité, on va dire que les agriculteurs, autant pour moi, les agriculteurs dans cette zone qui pratiquent, en fait, la nationalité, autant pour moi, dominante qui pratique le maraîchage dans cette partie de la ville, sont notamment les Burkinabés, suivis des Béninois. Et en termes de niveau de tue, nous avons ici les maraîchers qui pratiquent cette agriculture. Pour la plupart, sont sans niveau, notamment 65%, suivis des maraîchers qui ont un niveau primaire, soit 15%. Et comme facteur de mobilité, ici, on peut noter la pression de l'urbanisation, les inondations et la pauvreté du sol qui justifie ici la mobilité de la culture. Alors, ici, nous essayons de présenter les résultats de la dynamique spatiale. Lorsque on analyse cette dynamique en termes de construction entre 2008, 2013 et 2020, on constate qu'il y a eu une forte augmentation de surface construite entre 2008, 2013 et 2020. Le même travail a été effectué en ce qui concerne les dynamiques des espaces agricoles entre 2008, 2013 et 2020. Donc, le résultat montre ici la résistance ou le maintien de l'agriculture dans le bassin versant de Malibé. Après avoir présenté cette analyse à l'échelle du bassin versant, il est important pour nous d'avoir un regard un peu plus aiguisé en ce qui concerne l'analyse au niveau des secteurs. Donc, dans le secteur 1, on constate que les terrassements occupent une place importante. Dans le secteur 2, ce sont les terrassements suivis des abandons partiels de l'activité agricole. Dans le secteur 3, ce sont les terrassements en jaune et l'abandon total de l'activité en bleu. Entre 2013 et 2020, on a essayé également de voir les facteurs de transformation, des changements de l'agriculture. On constate que dans le secteur 1, c'est toujours les terrassements, secteur 2, terrassement, secteur 3, terrassement et l'abandon partiel des activités agricoles. Et dans le secteur 4, on a une faible présence de construction, mais également une légère présence des terrassements. Alors, ici, ces changements se justifient par deux éléments. Dans la partie sud, vous avez la zone qui est en contact avec la zone d'extension du Grand Libreville. Donc, du coup, il y a une forte présence de construction, ce qui justifie la forte présence des pressions sur l'agriculture. Par contre, dans la partie nord, vous avez en fait l'aire protégée qu'on appelle Arborentum Rapunda Walker et les zones disponibles. Et donc, vous avez des conservateurs qui mènent quand même, ou bien qui mettent en place des activités de pression, de repression en tant que moi, afin d'empêcher certains agriculteurs de pouvoir pratiquer l'agriculture dans les zones de conservation. Alors, discussion et perspective. Donc, dans cette étude, nous avons constaté que pour le cas des Libreville,
l'agriculture résiste et se maintient. Et ce cas aussi peut être observé au niveau du Cameroun ou encore au niveau de Madagascar. Cependant, dans d'autres capitales, on assiste à une, on va dire, disparition de l'activité agricole dans certains milieux. C'est le cas au niveau de la Tunisie avec l'auteur Chérif. Alors, que faire donc pour préserver ces espaces agricoles? Donc, pour nous, nous avons pensé qu'il faut sécuriser ces terres agricoles, c'est-à-dire dédier des espaces à l'agriculture sans pourtant les reconvertir en construction dans le cadre de Libreville. Et une autre suggestion concerne ici l'application du cas de réussite, puisque Horta Gabon est un système de, on va dire, une structure qui a mis en place un système de production qui respecte les normes environnementales. Et donc, du coup, il serait intéressant de pouvoir appliquer ce système dans les autres arrondissements de Libreville. Alors, pour cette étude, nous avons étudié la dynamique spatiale à l'échelle, on va dire, sur 3 échelles temporelles. Donc, c'était 2008, 2013 et 2020. Et il est quand même intéressant de peut-être regarder la dynamique de ces milieux pour l'année 2025. Dans cette optique, nous avons un article qui est en cours de publication et qui parle du phénomène de germe de résistance de l'agriculture pour voir comment ces transformations se font aujourd'hui à Libreville et ses environs. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Une ou deux questions? Non? Odette? Ma question, c'est sur les maraîchers non Oui, encadrés. présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Odette Ouedraogo. Je suis attachée de recherche à l'Institut des sciences des sociétés qui relève du Centre national de recherche scientifique et technologique du Burkina Faso. Je suis à Ouagadougou. Et donc, ma question, c'est sur le non-encadrement des maraîchers. Et vous avez dit qu'ils n'ont aucune formation sur les pratiques. Qu'est-ce qui explique ce non-encadrement? Pourquoi ces maraîchers ne sont pas encadrés? C'est tous les maraîchers de la ville de Libreville ou c'est particulièrement une partie des maraîchers? Et l'autre, c'est l'abandon total ou partiel de l'activité de maraîchage par les producteurs. Que deviennent ces maraîchers? Ils se reconvertissent ou quelle autre activité ils mènent? Merci. Oui, allez-y. Bon, merci déjà pour la question qui, pour moi, est très pertinente. Alors, il faut dire que dans le contexte de Libreville, on a 3 types d'acteurs dans le secteur du maraîchage. On a les encadrés, on a les non encadrés, et puis on a des particuliers. Alors, en ce qui concerne les non encadrés, c'est souvent des populations étrangères, notamment dominées par les Burkinabés. Et quand ils arrivent à Libreville, souvent, ils n'ont pas toutes les pièces qui montrent qu'ils sont en situation régulière dans le pays. Donc, du coup, la première activité qu'ils trouvent comme activité transitoire, c'est le maraîchage, plus que les nationaux s'intéressent moins à ce type d'activité. Donc, du coup, cette activité souvent se déroule en périphérie et il n'y a pas un contrôle de l'État, pas de suivi. Et ces derniers, n'ayant pas eu une formation sur la manipulation des produits phyto, exercent avec leurs pratiques traditionnelles qu'ils migrent avec ce savoir-là. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire. Cependant, on trouve aussi certains agriculteurs qui sont encadrés. Et là, c'est l'État qui prend la décision de pouvoir encadrer ces producteurs-là. C'est le cas, par exemple, de l'IGAD, qui encadre certains agriculteurs et qui se trouve au sud, au centre, au nord de Libreville. Voilà. C'est en ce qui concerne ici les acteurs encadrés. Mais vous avez aussi Horta Gabon.
Orta Gabon, c'est en fait une structure qui a été, on va dire, une structure privée qui a vu le jour par, on va dire, une décision politique. Donc, c'est le président de la République, donc pas actuel, on va dire le président Omar Bongo, qui avait décidé de mettre cette structure en partenariat avec Israël pour pouvoir développer l'agriculture maraîchère autant pour moi, et pour pouvoir alimenter les populations urbaines. Donc, dans cette structure-là, on a toutes les commodités. On a par exemple des analyses des eaux, des analyses des sols qui se font chaque 2 ans pour un meilleur suivi. Et on a aussi d'autres institutions qui interviennent, telles que la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature pour le cas du Gabon, la DGPN, qui vient aussi pour les suivis. Donc, du coup, ces agriculteurs sont encadrés et les produits qu'ils mettent sur le marché vraiment respectent les normes, ce qui n'est pas le cas pour les non-encadrés. Donc, voici, je pourrais dire ce qui concerne les non-encadrés. Bon, l'autre question, vous pouvez la rappeler, je crois que c'était sûr. Que deviennent les maraîchers? Voilà, que deviennent les maraîchers non encadrés, c'est ça? Alors, les maraîchers non encadrés, en fait, on a deux situations. La première, c'est que ces maraîchers se reconvertissent. Voilà, se reconvertissent dans d'autres métiers, tels que chauffeur de taxi, la cordonnerie, ou encore, en fait, ils intègrent aussi les entreprises qui font dans la sécurité. Donc, en fait, ici, l'agriculture est une activité de transition. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Il y avait une autre question. Voilà, le micro. Oui, Merci. ça, déjà. Ma question, c'était en fait, est-ce qu'il y a une politique publique globale, donc, de gestion de cette agriculture maraîchère? Très bien, merci. C'est le problème auquel je suis confronté durant ma thèse, parce que, en fait, pour le Gabon, il faut dire qu'en ce qui concerne l'agriculture, il n'y a pas de véritable politique agricole, il n'y a pas une vision agricole. Souvent, lorsque on met des projets agricoles, c'est parce que on atteint un résultat. On sait qu'on arrive aux élections, on crée le projet parce qu'on va avoir des électeurs. Donc, souvent, ce n'est pas pensé pour aider le pays, mais c'est fait pour qu'on ait une bonne représentation sur le plan électoral. Cependant, il y a quand même des politiques qui sont mises en place, mais elles restent faiblement efficaces. Et donc, du coup, on a souvent recours aux pays voisins pour pouvoir alimenter le territoire. Que ce soit en produits maraîchers, en produits vivriers ou les produits de rente. Alors aujourd'hui, il y a quand même une vision, notamment avec la mise en place de l'IGAD, qui encadre les producteurs et qui apporte aussi des fonds à ces producteurs. Et ces derniers réussissent quand même à faire une agriculture et à alimenter les populations en produits frais. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire en termes de politique. Mais on n'a pas, par exemple, un projet qui pourrait venir, par exemple, des collectivités locales, qui va mettre en place des espaces dédiés à l'agriculture et conduire ces maraîchers, par exemple, à exploiter ces milieux-là. Il n'y a pas de politique similaire. Bonjour, Mokhtar Diouf, Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis chercheur associé au laboratoire Pléiade et je suis le coordinateur aussi de l'Agritar avec Odette à mes côtés. J'ai une question un peu technique par rapport à la cartographie. Comment faites-vous pour discriminer le végétal cultivé aux autres types de végétaux? Alors, merci. Dans mon profil, j'expliquais que je suis géographe environnementaliste et géomaticien. Donc, ça veut dire que je m'amuse souvent avec tout ce qui est outils de télévision, de cartographie et de modélisation. Donc, c'est un peu des choses que j'aime bien faire. Et j'ai également occupé le poste d'ingénieur de eaux et forêts. Et dans ce poste, j'ai géré tout ce qui était base de données, des permis forestiers, mais aussi de tout ce qui était application. En termes de méthode de discrimination, ici, on a eu une approche, on va dire, qui consistait
à associer la photo-interprétation, premièrement, mais également la photo-interprétation d'une part, mais aussi des méthodes de classification d'autre part. Et dans ces méthodes de classification, on a utilisé ici le support vecteur machine. Et lorsqu'on a extrait ces informations, il y avait des confusions entre les espaces maraîchers et les zones de jachères. Dans ce cas, on a combiné les données collectées sur le terrain parce qu'il y avait des points de validation qu'on a superposés, mais également les données provenant de la photo-interprétation. Donc, on a refait une autre classification en tenant compte de cette surface agricole issue des données de terrain et de la photo-interprétation. Et par la suite, nous avons extrait tout ce qui est couche eau, tout ce qui est sol nu et tout ce qui est forêt. Donc, il nous restait simplement les zones de jachère et les zones des parcelles agricoles. Donc, voilà le mécanisme que nous avons utilisé pour pouvoir extraire ce type d'informations. Cependant, aujourd'hui, il y a d'autres techniques. On peut, par exemple, utiliser la technique des bandes ratio pour mettre en évidence les zones des parcelles agricoles. C'est une approche. On peut également écrire des algorithmes qui vont permettre ici de pouvoir discriminer ces différents espaces. Mais on a aussi, par exemple, les techniques de modèle builder, c'est-à-dire qu'on fait tout un mécanisme sous forme d'algorithme qui permet d'extraire l'information et de pouvoir représenter les différents éléments. Aujourd'hui, il y a des études qui sont poussées qui nous permettent en fait, à partir des détections, de savoir si c'est par exemple de la banane ou de l'igname que l'on cultive sur un espace. Donc ça, c'est un de mes axes de recherche qui consiste à mobiliser tout ce qui est outil de la géométrie pour le suivi des espaces agricoles. Je suis pas là. Il y a une question en ligne. Non, mais il y a une question en ligne. La question en ligne, c'est comment protéger l'agriculture urbaine face à la pression? Alors là, c'est reprendre toute la. Ok. Bon, ici. La question est très large. Je vous propose qu'on la remobilise à la fin des présentations plutôt. Encore une question peut-être okay. Attendez, il y a. Qu'est-ce qu'ils sont les micros? Voilà. Pour que ceux qui sont en ligne nous entendent bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais deux questions, une sur l'articulation agriculture-environnement et l'autre sur les modèles reproductifs. Sur l'articulation agriculture-environnement, vous travaillez à l'échelle d'un bassin versant. Sur la présentation, on n'a pas vu le lien entre agriculture et le bassin versant. Quelle est la contribution aujourd'hui de ces espaces agricoles à la régulation hydrologique du bassin versant en termes d'infiltration, de ruissellement et d'inondation? Et sur les modèles reproductifs, comment le modèle octacarbone pourrait-il être escalé à d'autres secteurs du grand libreville? Et quelle incitation, soit fiscale, foncière ou technique, serait nécessaire pour diffuser ce modèle? Okay. Merci pour la question. Je vais d'abord commencer par le rapport avec les éléments hydrauliques. Alors, il faut dire aussi que lorsqu'on parle de bassin versant, c'est quand même une zone avec plusieurs fonctionnements, que ce soit en termes de morphologie, en termes d'occupation ou de système de drainage, où on a la zone de recharge, la zone de transit et la zone de décharge. Alors, lorsque on fait de l'agriculture à l'échelle du bassin versant, pour Libreville, normalement, plus que ces maraîchers sont encadrés, souvent les produits qu'ils utilisent en tant que produits phytosanitaires ne sont pas contrôlés. Donc, du coup, ces polluants, ces matières actives arrivent directement dans les sols, dans les cours d'eau et même au niveau des plantes. Donc, ça, c'est déjà le premier rapport qui peut ressortir avec la question des eaux. Alors, maintenant, il faudrait ici, en fait, réfléchir sur les stratégies qui vont pouvoir limiter ces impacts-là, par exemple la qualité de l'eau. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, par exemple, utiliser certaines méthodes traditionnelles, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, des zones tampons où on a une végétation avant que ces polluants ou tout ce qui est déchets n'arrivent vers ces cours d'eau. Donc ça peut être, par exemple, une première manière de faire.
Et une deuxième manière de faire, ce serait de choisir souvent les zones qui ne sont pas en contact direct avec, avec les photobombles. Donc, là, dans le cas de ma présentation, il y avait une photo où il y avait du plastique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout à l'heure, il y avait du plastique, c'est-à-dire on utilise des fertilisants, mais en fait, comme il y a du plastique, une fois que les polluants arrivent, ces éléments retiennent tout ce qui est infiltration des polluants. Donc, c'est par exemple des techniques qui peuvent être utilisées pour mieux gérer la question de ça. Alors, pour la question de carbone, pour ma part, je pense que la gestion du carbone au niveau de Libreville n'est pas déjà assez avancée. Et surtout en lien avec l'agriculture. Et donc, aujourd'hui, c'est de réfléchir sur des axes de recherche, qu'on pourrait mettre des étudiants, des chercheurs, pouvoir mettre en avant des questions de contribution sur la gestion du carbone. Cependant, ben, les zones dégradées par l'activité agricole peuvent être revalorisées en mettant en place une agriculture et en faisant par exemple le choix des cultures qui permettent de mieux séquestrer par exemple le carbone dans le sol. Par exemple, c'est ce que je pourrais dire en termes de proposition. Voilà. Ok, merci. Nous allons passer à la... Vraiment, merci de vos réponses en plus aux questions très stimulantes, je veux dire intellectuellement. Bonjour à tous. Ça m'a été fait d'avoir une façon de voyager juste à Côte d'Ivoire. Je suis Conan Papouatien Jean-Michel. Voilà, c'est tellement long. Généralement, c'est Atien que les gens retiennent Jean-Michel. Je suis enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara. Notre présentation, nous l'avons, ces travaux ont été faits avec deux de nos collègues, voilà, qui ne sont pas là ce matin, c'est-à-dire Lobo et Dr. Alvin Yapi. Nous sommes heureux d'être là avec vous ce matin. Voilà, notre travail s'articule autour des bas-fonds, des espaces valorisés par l'agriculture dans l'aménagement urbain et de l'Amérique. Notre travail autour de 4 points: l'introduction, la méthodologie, les résultats et la conclusion. L'urbanisation est un phénomène planétaire. Nous savons, et en Côte d'Ivoire, le pays aussi est confronté à une urbanisation galopante, avec un taux d'urbanisation depuis 2021 qui a atteint la barre des 52%. Et pour les années à venir, l'Institut national des statistiques prévoit un taux de 60%, alors que nous étions à 32% sur des années 75. Il faut couvrir un besoin alimentaire. Toute cette population croissante devient un réel enjeu pour l'État. C'est dans ce contexte que les bas-fonds, longtemps marginalisés de la planification urbaine, sont sollicités à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui est aussi la 7e ville en termes démographiques du pays, pour des pratiques vivrières, maraîchage, l'agriculture, afin de contribuer à la satisfaction des besoins alimentaires des populations. Votre question: comment ces bas-fonds contribuent-ils au développement de l'agriculture urbaine à Yamoussoukro? L'analyse de cette contribution est faite à partir des recherches de terrain, mais aussi des expériences personnelles. Donc, la collecte des données, des recherches documentaires, des études de terrain, mais aussi des entretiens avec des structures étatiques en charge de l'encadrement des agriculteurs et également les ministères concernés, le ministère de la Construction, mais aussi la mairie de la ville de Yamoussoukro. Et nous avons aussi interrogé des agriculteurs urbains au niveau de la ville de Yamoussoukro. Donc, 4 quartiers ont été choisis, 4 quartiers où il y a des bas-fonds sur la carte que nous présentons. Morofé, Toulako, Ndako, Kobreni, c'est des quartiers que nous avons choisis pour nos enquêtes. Donc, 104 agriculteurs urbains ont été interrogés
au niveau de ces 4 bas-fonds-là que nous voyons sur la carte à votre droite. Et toutes ces informations recueillies ont subi des traitements à la fois qualitatifs et quantitatifs. Les résultats. Nous parlerons des aspects de l'urbanisation planifiée à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville vraiment différente des autres villes en Côte d'Ivoire, parce que c'est une ville qui est née de la volonté politique du premier président de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, qui voulait donner un cachet spécial à la ville de Yamoussoukro. Donc, Yamoussoukro a bénéficié de tous les outils de planification depuis les années de l'indépendance. Et régulièrement, ces plans d'urbanisation étaient révisés. Donc, Yamoussoukro a été doté des documents de planification qui orientent dans le moindre détail le cadre général et normatif de l'aménagement et du développement de la ville de Yamoussoukro. Les statuts particuliers étaient apportés constamment sous les différents présidents qui se sont succédés, des décrets. Voilà, Yamoussoukro, district autonome, dans les années 2000, Yamoussoukro a bénéficié de tout ce qui est outil pour une bonne planification, pour une harmonisation au niveau de l'urbanisation dans cette ville de la Côte d'Ivoire. Donc, nous voyons ces différents schémas avant 90, un schéma directeur de développement qui oriente le développement de Yamoussoukro. En 98, la ville a bénéficié d'un plan directeur d'urbanisme. En 2016, la ville également a bénéficié d'une révision d'un schéma directeur d'urbanisme pour l'horizon 2030. Mais l'urbanisation va tellement vite à Yamoussoukro qu'avant 2030, le schéma directeur de 2016 a été révisité en 2024 pour nous donner un schéma actualisé à l'horizon 2040. Donc, Yamoussoukro a bénéficié encore de tous ces outils-là pour une bonne planification. Et dans cette planification régulée, l'agriculture urbaine n'avait vraiment pas sa place dans toute cette organisation que les planificateurs avaient imaginé pour la ville de Yamoussoukro. Mais malgré cette planification rigoureuse, cette planification, l'agriculture a pu s'insérer au niveau de Yamoussoukro. Donc, en termes toujours d'urbanisation, Yamoussoukro, dans la pensée du premier président, avait 3 fonctions. La fonction éducative, la fonction touristique et la fonction religieuse. C'est pour cela qu'à Yamoussoukro, l'élément central, c'est le tourisme. Et nous voyons à travers ces images les grandes écoles, l'École nationale polytechnique Houphouët-Boigny, qui avait pour fonction d'encadrer les élites du pays. C'est là-bas que pratiquement, c'était dans ces écoles-là que les élites du pays sont sortis, parce que c'était une volonté du premier président de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a la fonction touristique. Nous voyons la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, où sont organisées les grandes manifestations au niveau de la Côte d'Ivoire, l'hôtel président, et la fonction religieuse. Nous voyons la basilique Notre-Dame de la Paix, voilà, qui a été construite par le premier président inauguré en 90. Donc, c'est ces fonctions-là que le président Houphouët-Boigny avait donné à la Côte d'Ivoire. Et juste à votre droite, cette carte, telle qu'on ne le voit pas, mais c'est tous les projets, les grands projets au niveau de la ville de Yamoussoukro. Voilà, nous avons pointé. Donc, tous ces projets-là, c'était pour donner à Yamoussoukro une autre ville. Le premier président parlait même de Paris de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est cette imagination qu'il a donnée à la ville de Yamoussoukro. Donc, comme nous l'avons dit, en aucun cas, l'agriculture ne pouvait s'insérer dans tout ce dispositif-là. Mais, comme on l'a dit, l'agriculture a pu s'insérer avec les zones de bas-fonds. Voilà. Yamoussoukro est serpenté, comme nous l'avons montré sur la première carte, de nombreux bas-fonds. Et c'est dans ces espaces-là que l'agriculture s'est insérée le plus. Donc, au début, ces bas-fonds-là étaient à la périphérie. Parce que après l'indépendance, le gouvernement a initié des activités au niveau de ces bas-fonds-là pour autosuffire la Côte d'Ivoire dans le domaine du riz. Donc, les bas-fonds aux alentours de la ville ont été aménagés. Mais au fur et à mesure que la ville se développait,
d'autres activités se sont insérées dans ces bas-fonds-là. Donc, ces espaces se sont insérés dans la ville et aujourd'hui sont devenus de véritables zones pour l'agriculture urbaine. Et dans ces bas-fonds, on a la riziculture, comme on le voit sur l'image, mais aussi il y a des produits maraîchers assez courts qui permettent à ceux qui font ces activités-là d'avoir, en termes économiques, quelque chose de plus rapide. Alors, les déterminants explicatifs de l'agriculture dans les bas-fonds de Yamoussoukro, il faut dire que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, au niveau de la fonction de la ville de Yamoussoukro, il n'y avait pas de zone, il n'y a pas de zone industrielle au niveau de Yamoussoukro. Donc, le véritable filet social où les gens pouvaient s'insérer quelque part, c'était l'agriculture, surtout ceux qui n'étaient pas dans la fonction publique ou qui n'étaient pas dans les autres activités. Aujourd'hui, l'État essaie de corriger ce secteur-là, mais le secteur industriel n'est pas encore relancé. Dernièrement, dans les années 2020, 700 hectares ont été délimités pour une zone industrielle, mais jusqu'à aujourd'hui, 5% seulement de cet espace est valorisé par certaines entreprises. Et le taux de chômage au niveau des Yamoussoukro, selon les enquêtes de ménage, 30% de ces habitants-là, un taux de chômage estimé à 30%. Donc, l'agriculture urbaine pour ces populations-là est un élément important pour prendre en charge les différentes familles, surtout ceux qui ne sont pas dans les autres secteurs d'activité. Donc, le perte d'emploi, l'absence de travail et bien d'autres éléments sont des facteurs qui ont amené ces exploitants-là à se tourner vers les bas-fonds pour les activités agricoles. Autre élément, c'était aussi en termes alimentaires. Aujourd'hui, les zones rurales ne peuvent pas à elles seules fournir la nourriture en abondance à toute cette population qui est en croissance chaque année. Donc, l'agriculture urbaine au sein de Yamoussoukro constitue un véritable bassin pour nourrir cette population croissante de Yamoussoukro. Et nous voyons sur l'évolution de la population de Yamoussoukro depuis 1965 jusqu'en 2024. Voyons qu'en l'espace d'un demi-siècle, la population citadine de Yamoussoukro a été multipliée par 40 000. Donc, il faut nourrir toute cette population et ces citadins agriculteurs-là se chargent d'apporter cette nourriture supplémentaire à la ville de Yamoussoukro et même aux environs. Donc, nous voyons que sur le graphique à votre droite, 74% des produits de Yamoussoukro vont directement au marché, dans les différents marchés de Yamoussoukro, et 21% par rapport à la vente directe, parce que ceux qui passent également pour aller dans d'autres villes se ravitaillent, seulement 5% pour l'autoconsommation. Les enjeux pour demain. Reconnaître les espaces agricoles dans les bas-fonds comme indispensables à la ville. Et cela passe par une attention particulière de la part des autorités afin de permettre aux agriculteurs urbains d'exercer sereinement dans la durée. Notre ami qui est passé tout à l'heure, même le directeur de cabinet revenu là-dessus, c'est le problème foncier pour ces agriculteurs-là, cette sécurité foncière-là. Donc, garantir une sécurité foncière, c'est-à-dire agriculteurs par des textes de loi formels et une reconnaissance de l'agriculture urbaine par son intégration dans l'aménagement urbain. Et cette reconnaissance constituera un appui important au monde rural dans le ravitaillement en aliments frais de la ville de Yamoussoukro. Une offre d'emploi à long terme, une population majoritairement jeune en quête d'emploi, une alternative intéressante dans l'entretien de l'environnement urbain. En conclusion, l'agriculture urbaine, activité marginalisée et exclue de l'organisation et de la planification de la ville de Yamoussoukro. Comme nous l'avons démontré tout à l'heure, en aucun moment, l'agriculture ne pouvait s'insérer dans toute cette planification de Yamoussoukro. Mais au fil des années, elle a pu se fondre dans l'aménagement avec la mise en culture de bas-fonds par les citadins pour répondre à un enjeu socio-économique et alimentaire. Ces éléments expliquent qu'il est plus que central que les autorités prévoient une place réaffirmée à cette activité dans la planification urbaine. Nous vous remercions
pour votre attention. Y a-t-il des questions? Ici? Michel, pour cette intervention. Alors, je trouve que quand on voit ce degré de planification et pas de place pour l'agriculture humaine, ça interroge effectivement beaucoup sur qui fait les documents de planification. Et finalement, la confiance ou pas pour les urbanistes sont ça. Du fait que les villes, c'est aussi des flux, notamment des flux alimentaires, le fait qu'ils ne se posent peut-être pas directement la question de d'où vient l'alimentation quotidienne, je trouve que c'est un peu une question. On a vu aussi, pour Madagascar, il y a des planifications extrêmement bien faites, là. Et puis, la phase de l'agriculture, on a vu, c'est l'informel. Donc voilà, ça me pose un peu la question en termes disciplinaires sur vraiment, est-ce que notre rôle à nous, c'est pas aussi d'essayer de former notre urbanistes à attention qu'il y a des flux dans la ville, notamment alimentaire. On verra aussi des études d'échelle. Merci. Pour ça, le ministère en charge de l'urbanisme, c'est le ministère qui est en charge de la planification, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous essayons, le collègue Ouattara Zana est là, nous avons organisé un colloque dans le mois d'avril. Mais avril, nous avons invité le ministère de la Construction, le ministère de l'Agriculture, pour que ces autorités, ces acteurs-là sachent que cette activité au niveau de la ville a toute sa place. Et moi, je me rappelle, lorsqu'on a commencé, j'ai dit à ces autorités-là, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a marqué. Hier, je disais à certains collègues, en 2001, lorsque nous étions encore plus jeunes, voilà, notre papa nous avait demandé de faire un petit champ de patates tout juste devant la cour. Et je me rappelle que beaucoup de personnes en passant, au début, se moquaient de nous. Voilà, nous sommes en ville, vous êtes en train de faire l'activité. Mais quand la crise de 2002 a éclaté et que les marchés étaient fermés, c'est chez le papa que tout le monde venait. Est-ce qu'on peut avoir quelques cultures de patates pour nourrir la famille parce qu'on ne peut pas aller au marché? Et moi, c'est dès cet instant que la chose de l'agriculture urbaine, et tout dernièrement avec la maladie Corona, toutes les villes étaient fermées, c'est même les agriculteurs qui sont au niveau de la ville, c'est eux qui ravitaillaient ces marchés. Donc aujourd'hui, je crois que dans certaines villes, au niveau de Boaké où je suis, je crois qu'il y a des projets, la mairie avec l'Union européenne, les bas-fonds qui sont au niveau de Boaké sont en train il y a des projets d'aménagement pour pouvoir nourrir la ville parce que il y a certaines situations qui sont en train de nous amener à comprendre que l'agriculture urbaine a sa place au niveau de nos villes. Bonjour pour le dossier économiste agricole au CIRAD. Je voulais savoir l'origine, je voulais connaître l'origine de ces maraîchers des bas-fonds. Est-ce que ce sont des Ivoiriens ou est-ce que ce sont des allochtones de la baie? Après, je continuerai. Et pendant que vous répondez, est-ce que c'est possible d'arrêter la climatisation? Parce que moi, j'ai compris qu'on était en saison froide à Dakar, donc déjà à l'extérieur, il ne fait pas très chaud. Ça, c'est pas une question qui m'est laissée. Non. Okay. Dans d'autres secteurs d'activité, parce que nous avons axé notre recherche sur les bas-fonds. Au niveau des bas-fonds, la ville de Yamoussoukro, c'est une ethnie, c'est l'ethnie Baoulé. Généralement, c'est l'ethnie-là, il y a cet aspect où ils ne travaillent pas dans les bas-fonds. Voilà, c'est au niveau un peu sociologique qu'ils ne travaillent pas dans les bas-fonds. Parce que l'alimentation de base dans cette zone-là, c'est l'igname, ce n'est pas le riz. Donc, aujourd'hui, au niveau de l'activité dans les bas-fonds, ce n'est pas des autochtones de Yamoussoukro. Voilà, c'est des personnes qui sont venues du nord de la Côte d'Ivoire, mais aussi, il y a des maraîchers qui viennent des pays voisins, le Burkina, le Mali, qui exercent dans ces bas-fonds.
Et donc, est-ce qu'on retrouve les mêmes soupçons d'utilisation de produits chimiques excessifs? Accusation, je pense qu'il faut prendre vraiment avec des pincettes, parce que nos amis du Burkina sont là, et les maraîchers burkinabés aussi conscients des dégâts environnementaux. Donc parfois, dans cette perception de l'agriculture qui n'est pas saine, il y a ce mélange aussi certains a priori. Oui, il y a toujours, parce que le collègue du Gabon a si bien dit, quand on a fait des études, la plupart de ces maraîchers-là ne sont pas beaucoup instruits. Donc, la manipulation de ces produits phyto-là souvent pose problème. Donc, j'ai fait des enquêtes au niveau de l'AMSOCO, mais aussi au niveau de d'autres villes comme Boaké, c'est pratiquement les mêmes. Mais aujourd'hui, l'État a compris certaines choses. Il y a des structures d'encadrement qui, avant, étaient orientées plus dans le monde rural, et aujourd'hui descendent au niveau de la ville pour encadrer ces maraîchers ou bien ces agriculteurs au niveau des villes, avec des séminaires organisés, même s'ils ne peuvent pas appeler tout le monde, mais au moins les responsables. Parce que généralement, il y a d'autres qui se constituent en association. Les responsables sont convoqués, les formations leur sont données et eux, à leur tour, répliquent ces informations-là au niveau des autres collègues. Alors, nous avons une question de Ali Kigo. Quel est l'impact de l'agriculture du bâti? Tu passes le micro, si tu veux, je suis derrière. Oui, je suis derrière. C'est tout. Alors, une question de Ali Diallo en ligne. Quel est l'impact de l'évolution du bâti et des surfaces cultivées sur la diversité végétale et animale dans ces bas-fonds? Merci. Voilà. L'urbanisation aussi, ou bien la construction, touche aussi ces bas-fonds, malheureusement. C'est des zones non constructibles, mais bien souvent, il y a des particuliers qui obtiennent des permis de construire même. Ces zones-là sont loties. On ne sait pas par qui valide les papiers, mais souvent, vous allez, il y a des bornes, même des constructions. Je crois que au niveau de Boaké, j'ai fait un article sur cela parce que c'est le même phénomène, la compétition entre agriculture et bâti dans les zones de bas-fond au niveau de Boaké. Donc, ces espaces-là sont grignotés, alors que malheureusement, alors que ces espaces-là ne devaient pas être construits, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau de la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous voyons chaque année en saison de pluie, lorsque ces bas-fonds-là sont occupés par les bâtis. Pleine saison de pluie, il y a des immeubles qui s'écroulent, il y a des bâtiments et malheureusement, il y a des pertes en vie humaine. Donc, ces bas-fonds-là sont aujourd'hui grignotés par le bâti et par tout ce qui va avec. La présentation sur Rufis. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sotouré. Je suis géographe et urbaniste de formation aménagiste. Je suis la directrice de la planification et des compétences foncières de la ville de Rufisque. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'intervenir sur la thématique de l'agriculture urbaine à Rufisque à travers le cas emblématique du site de l'Indagne. L'Indagne est situé à Rufisque-Est et couvre 56 hectares. Et c'est donc l'un des plus grands périmètres agricoles urbains de la région de Dakar, exploité depuis les années 1970. Donc, il joue un rôle également très important sur le plan environnemental, avec la production horticole pour la région de Dakar. Ceci permet également la séquestration du carbone. C'est également un filtre écologique face aux émissions des cimenteries, notamment, je ne vais pas citer le nom, mais il y a beaucoup d'usines de cimenteries qui sont au niveau de cette zone. Ce site participe également à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, l'Indagne a aussi un rôle économique et social au sein de la ville, parce qu'il génère de nombreux emplois directs et indirects. C'est aussi un lieu de formation en agroécologie. Il y a aussi les activités des femmes transformatrices qui sont très prégnantes dans cette zone.
Et on peut estimer le chiffre d'affaires de l'Inde à 1 milliard environ par an. Donc, c'est un pilier alimentaire, social, écologique pour la vie. Mais l'Inde est aussi sous pression foncière, qui est accentuée par la croissance démographique à Dakar, et ce qui entraîne une urbanisation vers les zones périphériques, comme vous dites, menaçant donc les espaces maraîchers comme l'Inde. Et depuis quelques années, l'Inde fait face à une pression foncière, je l'ai dit, à une urbanisation rapide, une spéculation également foncière. Et ces pressions se traduisent notamment par des morcellements irréguliers, des occupations aussi illégales, des conflits aussi entre les acteurs. Il y a aussi, on peut noter aussi l'absence de titres pour les exploitants. On estime que 80% des maraîchers n'ont pas de titre d'occupation. Donc, il y a aussi le déséquilibre entre l'urbanisme et l'environnement. Donc, résultat, on a des pertes agricoles avec aussi l'usage intensif de pesticides, ce qui entraîne une dégradation des sols et aussi une pollution des nappes. Ici, on peut voir l'évolution spatiale de la zone entre 2015 et 2025. Et on note une diminution des surfaces cultivées au profit du bâti. Donc, le modèle agricole de l'Inde est vraiment très fragilisé à cause de l'urbanisation, mais aussi d'autres paramètres que je vais expliquer. Donc, l'enjeu est clair aujourd'hui. Il s'agit de protéger et de sécuriser l'agriculture urbaine tout en maîtrisant l'expansion urbaine et garantir aussi un accès équitable aux fonciers. En guise de recommandation, l'urgence, c'est de stopper tout morcellement et toute occupation irrégulière, de renforcer également le contrôle des affectations du sol. Il est aussi urgent de mettre en place un comité de gouvernance multi-acteurs parce qu'on a plusieurs acteurs, mais qui ne se parlent pas forcément. Il y a aussi l'urgence d'engager une sécurisation foncière progressive des périmètres maraîchers, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, les limites de l'index, en tout cas, ne sont pas validées ni connues. Il est urgent également d'améliorer l'accès à l'eau et les infrastructures de production, mais aussi d'apporter un appui technique aux promoteurs via des formations ou des renforcements des capacités. À moyen terme, il est proposé d'intégrer l'agriculture urbaine dans les documents d'aménagement, de développer également un modèle réplicage de ceinture verte productive. Donc, aussi élaborer une protection juridique par décret et classer l'Inde en zone agroécologique protégée. Il serait quand même aussi important de mettre en place une taxe écologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup d'usines qui sont à côté de ce site et qui polluent énormément et qui ont même accès à certains espaces au niveau de l'Inde. Donc, pour faire face à cela, la ville de Rufisque a mis en place plusieurs actions, notamment le renforcement de capacités des acteurs de l'Inde. Donc, depuis 2 ans, la ville a formé 300 maraîchers à des techniques modernes en micro-jardinage, permettant d'économiser l'eau, d'améliorer la productivité et de promouvoir une agriculture durable. 448 femmes également ont bénéficié d'une formation en transformation céréalière et fruitière afin d'accroître leurs revenus et leur autonomie économique. 89 groupements de femmes ont également reçu un soutien financier pour développer leurs activités et créer des petites unités de production locale. Et environ 300 producteurs également ont obtenu des intrants et du petit matériel grâce au programme PASSIC. Le programme PASSIC, c'est un programme qui a été mis en place par le maire de la ville. Donc, c'est un programme d'appui et de suivi des initiatives communautaires. Et donc, l'idée, c'est d'appuyer les associations qui ont des initiatives communautaires. Et donc, à ce titre, les producteurs ont reçu des intrants. Donc, en perspective, la ville de Rufisque aussi, au-delà même de
de son plan de sauvegarde. Il a aussi en perspective de créer une unité de compostage des déchets organiques qui seront issus du marché central de Rufisque et qui sera destiné au site maraîcher de Linden. Dans le cadre de la convention qui sera signée entre la SOCOSIL et la ville de Rufisque. Donc, pour conclure, on peut dire que Linden est un espace essentiel pour Rufisque, un espace agricole, économique et social et écologique qui mérite d'être protégé. Et donc, protéger Linden, c'est renforcer la résilience alimentaire de la ville et c'est soutenir aussi des centaines de familles qui vivent de cette agriculture, mais aussi préserver un écosystème unique dans un contexte d'urbanisation rapide. Merci pour votre attention. Des questions? Merci. Oui? Voilà. C'est bon. Moi, c'est la première fois. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bambey et collègue à Mumba. Je travaille essentiellement sur l'élevage en milieu urbain pour mes recherches, mais très peu sur le volet production digitale. Donc, à propos de l'Inde, nous connaissons bien l'Inde, avec qui nous avons eu à la participation piloter un projet sur les migrants. Je veux revenir un peu sur la description de l'Inde qui me trouve un peu faible. D'abord, il faut se dire que les agriculteurs, c'est à peu près 56 hectares, dont les 40 éléments sont exploités. C'est une agriculture purement familiale. Et 27% des agriculteurs sont des locataires. Bon, je ne parle pas de production foncière, bon, ça vous en avez parlé, mais aussi il y a une seule cimenterie, c'est la cimenterie de Sokosi. Les autres cimenteries sont dans la zone de Pau, que ce soit de Dangote, Ciment et Ciment du Sahel qui se trouve même à Il faut se dire aussi, c'est une zone à forte migration. La majeure partie de la main-d'œuvre au niveau de l'Inde, c'est une main-d'œuvre qui nous provient de la Guinée, non, de la Gambie, de la Guinée, un peu à l'intérieur du pays de Tambacounda, et même on en trouve de Seriaco. Donc la main-d'œuvre est fortement féminisée et la majeure partie des ouvriers ne proviennent pas de la zone. Il faut se dire aussi que pour les activités, l'agriculture constitue à peu près 84% des productions. Ensuite, ce qu'il faut dire aussi de l'Inde, c'est qu'ils sont les spécialistes de la vie. C'est la seule zone au Sénégal où on produit 12 mois sur 12 de la laitue en plein terre. Et d'ailleurs, avec le professeur Karamoko, nous avons eu à travailler pour que cette laitue soit labellisée. Ensuite, c'est des superficies très petites, parce qu'à peu près 66% des agriculteurs ont moins de 0,5. Et ceux qui ont plus d'un hectare, ils représentent 3%. Bon, je ne vais pas m'attarder énormément de tout, mais je pense que si on travaille ensemble, on peut vous donner encore plus de détails sur l'agriculture. Et même, il y a même un arrêté, bon, c'était une lettre du président Macky Sall qui devait faire de cette zone une zone agroécologique. Voilà, une zone agroécologique, mais malheureusement, je pense que le processus n'a pas. Voilà en résumé les quelques questions, mais sinon je peux partager même un mémoire que j'ai encadré sur l'Inde et peut-être d'autres aussi documents que nous avons suivis sur l'Inde. Merci. J'ai dû diminuer les slides. Alors, merci de toutes ces précisions. Simplement pour indiquer que tous les professionnels, entre guillemets, parce que les chercheurs sont aussi des professionnels de terrain, donc, qui vont intervenir, ayant un temps de parole plus réduit, nous leur avons demandé expressément de justement cibler beaucoup plus leur intervention. C'est pour ça que l'approche, vous voyez, plus générale sur voilà, comment se caractérise la zone, etc., c'est beaucoup moins étayé. Ici, ça n'est pas.
Ce qu'on voulait vraiment, c'est avoir une idée de quels sont les types de stratégies qui sont conduites pour pouvoir justement discuter sur ce sujet ensuite dans une diversité de territoires. Et d'autre part, comme nous allons ensuite aussi aller sur ce territoire, ça explique qu'on aura aussi tout un certain nombre d'indications, de données chiffrées directement sur le terrain. Ok, merci beaucoup, Dr Touré. Je suis professeur au Bas, donc comme l'a dit mon prédécesseur, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de l'Université Alioune Diop de Bambey. Comme c'est la première fois que je prends la parole, je, en tout cas, remercie et félicite les organisateurs de ces JIFO. C'est un honneur pour nous, les Sénégalais, de vous accueillir ici. Et donc, les deux Christine, Hicham et toute l'équipe. Merci beaucoup pour le travail abattu, même si on était ensemble parfois. Voilà, donc, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Voilà, donc, j'aimerais juste que vous reveniez, docteur, sur le processus d'urbanisation de l'Inde. Parce que moi, je pense que c'est du fait même des maraîchers qu'on est en train de voir maintenant se développer le bâti sur l'Inde. Parce qu'il y a quelques années, quand on passe, on voit des maraîchages, mais maintenant, quand on passe, on voit du bâti, des bâtiments qui sont construits petit à petit, et les gens travaillent à côté. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce processus, même si on va y aller de jeudi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, le processus d'urbanisation de l'Inde s'est accéléré via plusieurs paramètres. Déjà, on peut noter en 1994, la ville avait initié un lotissement au sein de ce site, excusez-moi. Et donc, le lotissement série G et F ont urbanisé, on va dire, en quelque sorte, cette zone. Il y a aussi la construction de la route Rufisque-Niague-Lac-Rose, qui a aussi accéléré l'urbanisation de cette zone, sans compter également le site Zakaranda, un promoteur immobilier qui a été acquis par Thalia au début, qui a un peu marqué en fait le début de l'Inde comme site écologique. Il y a un promoteur Thalia qui a construit juste en face de la zone de l'Inde et qui a urbanisé, on va dire, qui a retissé toute cette zone. Et donc, ça a renforcé le déclin écologique du site, entre autres. Il y a également l'installation, je l'ai dit tantôt, des usines. Au-delà de ce possible, il y a aussi, disons, Visa Béton, qui s'est aussi implanté à côté de l'Inde. Voilà. Pour juste résumer les paramètres. Voilà. Oui. Monsieur Fou. Bonjour, moi c'est Momar Diom, enseignant-chercheur au département de géographie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était juste pour poser une question en lien avec les systèmes alimentaires. On a vu qu'au niveau du département de Rufisque, il y a une réflexion sur le système alimentaire au niveau départemental pour savoir quelle est la place de l'Inde dans ce système. Parce qu'on voit qu'il n'y a que la ville et les autres acteurs, notamment le département et autres. Et si vous voulez revenir, qui contrôle le foncier à l'Inde? Parce que moi, je ne sais pas quel est le statut pour ça. Oui, en fait, nous, au niveau de la ville, on est un peu freiné par l'acte de la décentralisation. Parce qu'au sein de la ville de Rufisque, il y a 3 communes. Il y a la commune de Rufisque-Est, il y a la commune de Rufisque-Ouest et il y a la commune de Rufisque-Nord. Et l'Inde est implantée au cœur, dans la commune de Rufisque-Est. Et c'est la commune de Rufisque-Est qui octroie tout ce qui est autorisation. Et la ville et la commune n'ont pas de rapport hiérarchique, en fait. On ne peut pas contrôler tout ce qui est autorisation de construire. Donc, le maire de la ville avait écrit officiellement au chef de l'État, donc, attends, on a un dispositif pour sauvegarder la zone de l'Inde. Mais les communes, des fois, c'est eux qui optent. Je ne veux pas le dire, mais c'est pareil en France. Voilà. C'est dommage. Voilà, merci beaucoup, Dr Touré. Moi, c'est Dr Etienne Tendin. Je suis de l'Université Cheikh Anta Diop, du laboratoire de production
protection intégrée en agro-écosystème, du professeur Diarra qui est là à côté de moi. Donc, nous avons travaillé dans la zone de l'Indien, comme l'a dit le professeur Fall. Nous avions travaillé ensemble là-bas. Et le phénomène que j'ai vu, je ne sais pas si vous connaissez Sangalkam. Donc, auparavant, on faisait des échantillonnages dans le cadre de nos recherches à Sangalkam. Mais actuellement, c'est totalement construit. On ne peut plus faire des activités maraîchères là-bas à cause de l'urbanisation. Et ce même phénomène est rencontré à l'ENEC. Et le professeur l'a rappelé tout à l'heure. Donc, c'est une zone où vous avez la laitue qu'on peut cultiver pendant toute l'année. Et on est en train de perdre cela, donc, au profit de l'urbanisation. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été menées pour que le phénomène de Sangalkam puisse se reproduire là-bas? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il y a le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, avait voulu, comment est-ce que ça peut, j'ai oublié le mot. En tout cas, avait voulu mettre ce site en zone écologique. Mais la démarche n'a pas été poursuivie jusqu'au bout. Après, il y avait eu un arrêté préfectoral en 2022. Et donc, l'idée, c'était d'arrêter tout morcellement et de geler le site complètement. Mais les gens, ils trouvent tout le temps des alternatives, en fait, des voies de contournement. On ne sait pas. Le problème, en fait, c'est au niveau de la gouvernance. On ne sait pas qui fait quoi, en fait, finalement. Et même au sein des maraîchers, il y en a même qui vendent illégalement les terrains. Donc, c'est un peu. Tout le monde fait ce qu'il veut, en fait, dans ce système. Donc, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas il y a des lois, il y a un plan, dans le plan d'urbanisme. On a mis un plan d'action qui vise à préserver ce site. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Et donc, je pense qu'avec la lettre que le maire a écrite au président, je pense qu'il y aura peut-être un positif par rapport à ça. Et en fait, c'est un site, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est comme ça que je peux l'appeler. Il n'y a pas un cadre de gouvernance, voilà, qui régit voilà, les acteurs. Oui, Omar. C'est court, oui. Pas de micro, Bonjour à tout le monde, c'est Dr Seko Awandiédiou. Je suis le directeur de la promotion du développement territorial, en même temps chercheur associé à IRM ESO et au laboratoire de géomatique et d'environnement de certains secteurs d'ignition. Moi, j'avais juste quelques observations ou questions. Vous avez parlé du jet des acteurs, mais quelle est la place de la municipalité ou bien du conseil départemental dans ce jet des acteurs? Vous l'avez dit tantôt, au-delà de la question foncière. Le professeur l'a dit tantôt, quand c'est moins de 50 hectares, c'est les communes qui gèrent donc l'octroi des terres agricoles. Il semble qu'il a dit que le site, les agriculteurs, c'est 56 ou 50 hectares. Donc c'est la commune ou bien le conseil départemental qui a fait le morcellement et le lotissement. Donc, quelle est la place aussi et quelles sont les stratégies que vous avez mis au-delà du conseiller à un jeu d'acteurs entre l'État, les collectivités et les autres acteurs? Mais vous, au niveau de la collectivité territoriale, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour préserver ce foncier agricole et pour que ce foncier puisse être donc exclusivement dédié à l'agriculture urbaine? Donc, il y a cette question que... Donc, là, au niveau de la ville, on est en train de travailler sur un plan de sauvegarde de la zone de l'Indien. Il n'est pas finalisé dans 7 mois. Donc, on est en train de travailler sur un plan de sauvegarde de la zone. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, on a aussi anticipé sur des formations destinées aux maraîchers. Parce qu'ils utilisent souvent des pesticides qui ne sont pas vraiment en adéquation avec cette zone. Donc, il y a des formations. Le maire appuie également les producteurs pour qu'ils puissent obtenir des intrants et également du petit matériel. Mais pour ce qui est du plan de sauvegarde, on est en train de travailler là-dessus. Et ça sera finalisé bientôt. Et on a parlé je ne sais pas si vous avez un plan alimentaire territorialisé. Je pense qu'à Rufisque, on n'a pas parlé de ça. Est-ce que le département ou les PNS sont pris en compte les dans ce...
Oui, le conseil départemental avait travaillé sur une étude sur la sécurité alimentaire, mais après, entre la théorie et la pratique, il y a un long processus. Mais ce document, il existe, mais après, pour le mettre en pratique aussi, c'est un problème. Je pense qu'on a ce problème dans tous les secteurs. Le plan, il existe, mais... Alors, y a-t-il d'autres questions suite à conclusion, mais on peut quand même, il nous reste un petit peu de temps, un peu plus que il était prévu au départ. Je vais vous laisser le micro. Alors, merci. Il restait une question en suspens qui avait été posée en ligne par Eladjibal, qui pense est assez globale et pour répondre à la question. Comment protéger l'agriculture urbaine face à la pression urbaine? Pression urbaine. Alors, qui peut répondre, hein? Et selon les contextes, chacun pourrait répondre selon les contextes. A priori, les micros fonctionnent devant vous. Voilà. Alors, merci pour la question. Donc, comment préserver les espaces agricoles de la pression urbaine? Alors, dans le cas de Libreville, aujourd'hui, on a suggéré la sécurisation de ces parcelles agricoles, c'est-à-dire dédier des espaces à l'agriculture sans pourtant les reconvertir en construction. Et dans cette perspective, il faudra intégrer les autres acteurs. Donc, il faudrait que le ministère de l'Agriculture soit dans ce projet. Il faudrait également que dans le cas du Gabon, la GAZA, c'est une structure qui intervient dans le suivi de tout ce qui est produits phytosanitaires et la teneur des matières actives au niveau des plantes. Donc, on a ce type d'acteurs-là. On a également l'intégration des collectivités locales qui doivent aussi mettre à la disposition des agriculteurs des terres favorables à l'agriculture, mais également des chercheurs, parce que les chercheurs ne doivent pas seulement produire pour la recherche, mais il faut plutôt une recherche-action, dans la mesure où aujourd'hui, on a par exemple des applications qui sont développées qui peuvent être utilisées autant pour moi pour servir l'agriculture, pour orienter par exemple, identifier les zones favorables à l'agriculture. Ça, ce serait par exemple intéressant dans le cas de promouvoir l'agriculture. Mais un autre élément reste surtout les politiques qui sont mises en place par nos autorités. Parce que pour le cas du Gabon, l'agriculture est un instrument de manipulation. Donc, il serait aujourd'hui intéressant de se poser les vraies questions et de définir une véritable vision pour l'agriculture. Et donc, dans le cas, par exemple, du Gabon, vous avez la zone, par exemple, de l'Éconie qui est au sud du territoire et qui est reconnue pour la production de l'igname. Donc, ça pourrait être par exemple des terres qui seraient favorables pour la production de l'igname ou encore pour la banane au niveau du sud-est également, donc la zone de la Sorie. Donc, voilà ce que je pourrais dire comme proposition et ces idées pourraient bien permettre ici de pouvoir sécuriser les terres agricoles. Merci. Donc, nous, à Rufisque, on a la chance d'avoir une zone qui est un peu considérée comme le poumon vert du département, le poumon vert de la ville, qui est l'Inde. Donc, je pense que comme recommandation, il faudrait définir un statut clair de protection de la zone, parce que là, c'est pas encore défini, c'est pas très clair en fait. Et aussi intégrer l'Inde dans les politiques, de planification. Parce qu'on élabore des documents de planification, mais qui n'intègrent pas forcément tout ce qui est agriculture, qui ne l'intègrent pas de manière spécifique. Il est également urgent de contrôler les usages
il y a des usages qui ne sont pas adéquats avec le site. L'usage aussi, par exemple, on peut citer l'usage des pesticides qui ne sont pas en adéquation avec l'agriculture. Et aussi mettre en place un cadre de concertation entre les acteurs, parce qu'il y a plusieurs acteurs, mais qui ne se parlent pas forcément. On remarque des conflits entre les acteurs. Donc, il faudrait un véritable cadre de gouvernance qui puisse intégrer les besoins spécifiques de tous les acteurs. Merci pour la question. Nous, en Côte d'Ivoire, l'instant, nous pensons que ce qu'il faut, c'est une vision assez claire pour l'agriculture. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à l'agriculture? Et se donner les moyens de réaliser cette vision-là. Parce que tant qu'on ne prend pas à bras le corps ce problème, ce que l'agriculture urbaine peut faire, les populations, et qu'on ne se donne pas les moyens, l'agriculture urbaine va toujours rester à la dernière marche. Et il n'y a pas encore de vision assez claire, c'est pour cela que chaque fois il y a des mouvements, ces agriculteurs-là sont souvent déplacés parce qu'il n'y a pas de statut. Donc il faut des statuts de cette agriculture, il faut que ce soit clair, des tests bien définis. On a l'impression que l'activité est tolérée parce que le gouverneur, quelqu'un l'a dit ce matin, c'est des gens après qui doivent les élire. Et quand il y a des campagnes qui arrivent, ils vont vers des populations, ils promettent des choses, mais il n'y a pas de test assez solide. Un agriculteur qui travaille et qui sait que demain, l'espace qu'il a investi, des centaines de francs, des centaines de mille de francs, sera déguerpi ou bien sera chassé, c'est travail avec la paix au ventre. Donc, il faut un statut clair qui définit, qui sécurise le foncier. Il y a également au niveau de ce qu'il faut faire, la formation. Et cette agriculture, il faut former ces agriculteurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par exemple, les structures d'encadrement sont beaucoup tournées vers les zones rurales. Parce qu'on s'est dit, avec le café et le cacao, c'est là qu'il y a assez d'argent, donc c'est là-bas que ces structures d'encadrement se tournent. Aujourd'hui, ces structures, ou bien ces pratiques agricoles comme le café et le cacao, il faut une transformation pour que cela nourrisse la population. Alors que le vivrier, ces activités agricoles-là, nourrissent directement. Donc, il faut se tourner, au niveau de l'agriculture urbaine, il faut se tourner vers la formation et l'encadrement de ces acteurs. Voilà, la collègue qui a dit tout à l'heure, il y a aussi des échanges entre les différents acteurs. S'il y a des échanges, c'est des échanges entre les acteurs au niveau du ministère de la Construction, des acteurs qui pratiquent l'activité. Il y a des échanges, les gens se comprennent, les orientations claires, chacun sait ce qu'il fait. Ça va permettre à l'agriculture urbaine de durer. Et puis, après, il faut, au niveau de la commercialisation de ces produits-là, par exemple, il y a l'appui que ces acteurs en train de pouvoir écouler, parce qu'on a vu que dans certains milieux, puisqu'on a parcouru un peu la Côte d'Ivoire, dans certains milieux, dans certaines villes, où il n'y a pas encore le bitume ou bien l'accessibilité un peu difficile, c'est vrai que c'est des villes, quand ils produisent, jusqu'à ce que ça arrive dans d'autres villes, il reste que c'est des produits périssables pour les aider l'appui pour la commercialisation de ces produits. Merci. Moi, j'aurais une question. J'en profite. Est-ce qu'il y a dans le monde politique, que ce soit à l'échelle des communes ou à des niveaux supérieurs, est-ce qu'il y a des représentants du monde agricole? Comment ce monde agricole est représenté politiquement? Et notamment, ça joue justement sur ces dynamiques, ces stratégies autour de l'agriculture urbaine. En Côte d'Ivoire, il y a le ministère de l'Agriculture. Voilà. Bah, voilà. L'agriculture urbaine n'est pas le corps. Voilà. Sinon, il y a le ministère de l'Agriculture dans la politique. Voilà. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on va faire sur le terrain, bon. Voilà. Ouais.
au niveau de Yamoussoukro, dans la municipalité, je n'ai pas vu, mais au niveau du ville, comme je connais Boaké, il y a la 7e adjointe au maire qui est en charge de l'activité agricole. Ah, quand même. Hein. Voilà, parce qu'en son temps, Boaké avait un partenariat, ils étaient en train de, comme je l'ai dit dans la présentation, ils avaient, au niveau des bas-fonds, il y avait un projet d'aménagement de ces bas-fonds-là. Donc, il y avait une des adjointes au maire qui avait été désignée pour coordonner ce projet. Alors, pour le cas du Gabon, il faut dire que on a moins. C'est vrai qu'on a un ministère de l'Agriculture, mais il travaille rarement en adéquation avec les collectivités locales. Donc, du coup, on a des maires ou on encore des collectivités locales qui dépendent des décisions de la mairie centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des initiatives des différentes collectivités qui viseraient à mettre en place peut-être des espaces bien spécifiques pour l'agriculture ou accompagner les agriculteurs. Donc, ça, c'est vraiment le véritable problème. Alors, en ce qui concerne maintenant les interventions de la mairie en ce qui concerne les questions agricoles, on a plus la participation des collectivités locales dans l'accompagnement des acteurs qui interviennent dans l'horticulture ornementale. Donc, notamment les fleurs, le commerce des fleurs, tout ce qui est esthétique. Là, quand même, puisque c'est souvent au bord des voies de communication, les collectivités locales essaient d'échanger avec eux, moyennant des fonds, et puis ils peuvent utiliser ces espaces-là pendant un temps, et lorsqu'il y a un projet de l'État, ces agriculteurs ou encore ces acteurs sont obligés d'aller chercher d'autres espaces ailleurs. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir travailler en adéquation avec les autres acteurs. Alors, la mairie pourrait aussi gagner en intégrant aussi ces populations étrangères, notamment les Burkinabés, les Béninois, qui ont déjà un savoir-faire depuis leur pays. Et il serait par exemple intéressant pour eux de les former peut-être sur l'utilisation des produits phyto et de prendre ces Burkinabés et ces Béninois pour former les Gabonais. Voilà. Et ça aussi, ça s'appelle par exemple des partenariats qui pourront, n'est-ce pas, naître entre, par exemple, le Gabon et les communautés étrangères qui exercent dans ce domaine. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc, au niveau de la justice, il y a aussi il y a des commissions thématiques au niveau du conseil municipal. Et donc, il y a un président de commission en agriculture. Donc, c'est lui qui avait en fait piloté toutes les formations que le maire avait octroyées aux maraîchers. Donc, aujourd'hui, la mairie gagnerait aussi à rendre cette démarche beaucoup plus participative en intégrant tous les acteurs. Parce que cette formation n'avait pas touché l'ensemble en fait des acteurs au niveau de la mairie. Et on espère dans les mois à venir suivre dans cette même dynamique. Ok. Merci. Paul qui réclamait le micro déjà depuis un bon moment. Oui, merci pour ce débat très intéressant. J'avais une question pour le collègue du Gabon, parce que ça renvoie aux questions de modèle d'agriculture. Donc, Horta Gabon, pour Horta Gabon, quel est le statut des maraîchers? Est-ce qu'ils sont employés? Est-ce qu'ils sont facturés? Et la deuxième question s'adressait à Madame Fauré. Donc, vous avez vraiment tout mon soutien parce que vous annoncez des jours quand même compliqués avec votre mission. Et je voulais savoir si vous anticipiez beaucoup de coûts parce que c'est quand même des sujets extrêmement chauds. Bon, j'ai vu la thèse de Ayad Diagne qui va se tenir mercredi sur ces sujets. Il y a même de la violence entre les maraîchers, les forces de l'ordre, des maraîchers emprisonnés. Enfin là, on n'est pas sur une vision harmonieuse de la vie et de l'agriculture. Donc, il faut anticiper des coûts. Et je me demande si
s'il y a ce plan de protection qui est adopté, peut-être que ça vaudrait le coup de vraiment le médiatiser ses engagements et régulièrement venir sur le terrain. Vous avez parlé d'une coalition d'acteurs. Je pense que cette coalition, elle pourrait être là pour justement surveiller la bonne application de ce plan et s'attendre à devoir recevoir des coups. Hein. Et en tout cas, si oui, et puis donc je voulais aussi vous poser la question, dans ce cas, quel sera le statut foncier s'il y a des maraîchers qui restent sur cette zone agroécologique? Bon, on parle beaucoup de bail amphithéotique, ça peut être une option puisque je crois comprendre que ça fait partie du domaine national. Et il pourrait y avoir aussi des espèces de clauses de revoyure, c'est-à-dire que ça pourrait être juste pour 10 ans. Et peut-être dans 10 ans, ça sera bâti. Mais au moins, les maraîchers auront une vie. Merci. Merci encore pour la question. Donc, pour le Gabon, ces maraîchers que l'on retrouve au niveau de l'Orta Gabon, ils sont employés, ils sont des employés. Et alors, il est important quand même de préciser quelque chose, c'est que lorsque ces employés-là trouvent des opportunités, par exemple dans le secteur minier ou le secteur pétrolier, ils abandonnent de faire l'activité agricole, ils préfèrent aller dans le secteur pétrolier et minier parce que là-bas, ils pourront avoir un revenu qui est quand même plus conséquent. Comme ça, c'est quand même important de le souligner. Pour le système de production de Porta Gabon, il faut dire qu'en fait, ici, on a une agriculture rurale, mais également une agriculture de précision, parce qu'au sein de cette structure, on retrouve par exemple le suivi de la dynamique de ces activités-là avec des drones, avec des échantillonnages qui se font, que ce soit pour la qualité des eaux ou pour la teneur de polluants au niveau des sols. Donc, ça permet vraiment d'avoir un regard. Et au niveau de ces structures, il y a aussi le respect de la rémanence des produits parce que on a un agronome qui intervient lorsque les cultures lorsque les cultures, on va dire, présentent certaines carences. Et donc, il fait un diagnostic et à partir de là, il peut orienter. Or, cette manière de faire, on ne retrouve pas ça chez les agriculteurs ou les maraîchers non encadrés. Voilà un peu la précision que je voulais quand même apporter par rapport à cette question. Ce qui est la question des conflits, c'est vrai que c'est une zone qui est assez conflictuelle. L'année passée, on a assisté à un conflit qui est même allé jusqu'au tribunal entre des maraîchers et une entreprise qui a construit une station d'essence à côté de ce site. Et donc, la ville de Rufisque est même intervenue parce qu'il y avait des maraîchers qui s'étaient fait emprisonner. Donc, juste pour vous dire à quel niveau se situe le conflit. Donc, on est en adéquation en tout cas avec les maraîchers sur ce qui est la préservation de cette zone. Et d'ailleurs, dans notre plan de développement urbain durable, il y a une composante essentielle qui est qui cible spécifiquement l'agriculture urbaine. Donc, on est en adéquation avec les maraîchers. Le maire discute constamment avec eux. Et donc, l'idée, c'est qu'on arrive à trouver justement un cadre de concertation où tous les acteurs pourraient intervenir en tout cas qu'on puisse trouver un consensus sur justement le statut futur de cette zone. Mais on anticipe en tout cas. On anticipe les conflits parce qu'il y en a tout le temps. Voilà. Dernier intervenant, pardon. Dernière question. Sam, tu as un micro? Non, non, c'est. On me dit déjà qu'il. Jusqu'à 13h. Pardon? À 13h. Non, 12h15. Non, 12h15. J'espère que le catering est tout court. On a jusque 13h. À 12h15, là. Donc. Oui.
Oui, donc j'avais une question aussi générale qui rejoint un peu la question de Christine. Donc on sait qu'au finir, on doit s'adresser aux personnes qui ont le pouvoir et essayer de les convaincre pour qu'ils nous entendent. Donc c'est un peu ça le gros souci. Donc ce sont les autorités publiques, c'est les communes. À mon avis aussi, c'est aussi le secteur immobilier. Donc est-ce que ce secteur immobilier est adressé? Est-ce qu'on le sensibilise à ce qui se passe? Et j'ai vu au cours des présentations des mises en avant des bénéfices, des externalités positives que peut apporter l'agriculture urbaine, notamment en termes d'écologie, de biodiversité. J'ai entendu stockage du carbone. Est-ce que ces autorités sont sensibilisées à cela, y compris le secteur immobilier, qui voit qu'on essaye, nous, d'avancer vers une santé, une veille dans meilleure santé, et que la façon dont eux travaillent n'est pas toujours en accord avec ça. Qui veut répondre? Pour un plaidoyer fort, hein. Vraiment, il faut un plaidoyer fort entre le secteur immobilier, entre les industries, entre la mairie, entre les maraîchers. C'est ça comme une solution, parce que s'ils ne discutent pas ensemble, nous ne pourrons jamais trouver une solution durable. Chacun va aller de son côté et mettre en place des politiques qui ne répondent pas forcément aux usages, enfin, aux besoins spécifiques des maraîchers. Donc, il faut un plaidoyer fort. Nous, à la ville de Rufisque, on a la chance d'avoir un maire qui est environnementaliste, mais qui fait face à un défi lié à l'acte 3 de la décentralisation. Nous, on ne croit pas des autorisations et on fait tout ce qu'on peut pour que l'Indre soit préservée comme zone agroécologique. Mais on fait face aux communes, en fait. C'est ça notre principal problème. On dit non, ils disent oui. C'est ça le principal problème. C'est qui décide, c'est ça le problème. Ah, la question est vraiment très pertinente. Bon, c'est vraiment le problème qu'on a un peu dans les différents États. Et au niveau de l'Hyproville, on le constate aussi. Donc, en fait, il y a l'absence de synergie entre les différents acteurs. Et ce qui fait que souvent on a du mal à coordonner les projets, à mieux orienter, à mieux planifier. Voilà. Alors, mais cependant, aujourd'hui, on a quand même quelques actions qui sont menées au niveau de l'Hyproville et qui permettent ici de pouvoir intégrer plusieurs acteurs. Donc ça, c'est au nord de l'Hyproville, où on a l'aire protégée Arborentum Raponda Walker. Et juste à côté, on a les constructions des populations qui sont autour de l'aire protégée. Or, le parc ou encore l'aire protégée a été créé ou délimité sans pourtant intégrer les populations autochtones. Donc aujourd'hui, il fallait faire on va dire, un consensus entre les populations autochtones et les conservateurs pour mieux gérer les parcelles de ces populations-là, mais aussi déterminer les zones agricoles. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle les ZUV, donc les zones d'utilisation villageoise. Donc, ça, c'est par exemple un cas de réussite qu'on a au niveau du nord de l'Ipo. Un autre projet, c'est celui qui se passe au sud du Gabon, notamment dans la province de Langourné, où on a une zone villageoise qu'on appelle Kidemba, et où il y a eu un projet sur la détermination des zones à forte potentialité agricole. Donc, oui, c'est ça, les ZAP, voilà, qui a été un projet qui a été mis en place par l'ancien président Ali Bongo, voilà. Et aujourd'hui, pour que ce projet puisse voir le jour, il a fallu ici intégrer les populations locales, les collectivités locales, ceux de la centralisation, ceux on va dire, de la planification également, mais aussi le cadastre. Voilà. Donc, on a eu quand même l'intégration des populations et on a aussi eu le retour des attentes de ces populations parce qu'il y a eu une consultation publique qui a été faite pour savoir un peu quelles sont les attentes des populations, est-ce que les populations adhèrent et comment le projet pourrait ici permettre de rendre la zone plus attrayante. Donc ça, ce sont par exemple des actions qui pourraient être menées au sein du territoire. Donc voilà un exemple un peu qui essaie d'aller dans le sens de votre question. Merci.
Je pense que, bon, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a un autre problème. C'est dans l'aménagement de l'espace urbain, le lotissement. La possibilité est donnée aux propriétaires terriens de faire des lotissements. C'est-à-dire le propriétaire, l'autorité coutumière a cette possibilité aussi en plus de l'État et du secteur privé de faire un lotissement. Et aujourd'hui, c'est le véritable problème. C'est ces propriétaires terriens, l'autorité coutumière qui font la plupart des lotissements. D'autres font des lotissements pour protéger soit leur zone parce que la ville avance, n'est pas prêt à être expropriée, mais d'autres pour des problèmes financiers lotissent des espaces, souvent même à des prix dérisoires. Et là, quand les promoteurs immobiliers ont ces terrains, après, c'est des parties. Mais pour moi, où il faut mettre l'accent, peut-être, c'est au niveau des autorités, parce que au final, c'est l'autorité étatique qui délivre tout ce qu'il faut comme document aux promoteurs immobiliers. On a organisé en Côte d'Ivoire des colloques dans ce domaine-là où on a invité le secteur privé, notamment les promoteurs immobiliers au niveau d'Abidjan. Et pour aller plus loin, on a fait des parcours de la ville d'Abidjan avec ces promoteurs pour voir comment autour d'Abidjan, avant c'était des espaces agricoles, aujourd'hui, quand vous prenez les zones périphériques, même dans certains endroits, c'est les promoteurs immobiliers. Ils ont vu, ils voient ces réalités, mais ce qui compte pour eux, c'est les finances. Donc, pour moi, il faut aller plus haut parce que c'est l'autorité qui signe, qui délivre tout ce qu'il faut comme papier, tout ce document à ces promoteurs. On sait qu'il peut y avoir des ententes entre les autorités et le secteur immobilier et l'Europe n'y échappe pas. Bon. Donc, c'est aussi le sens de ma question, c'est je pense vraiment qu'on doit amener le secteur immobilier qui est très conservateur vers l'intégration de l'agriculture urbaine dans ces projets. Et que quand c'est pas tout foncier, tout immobilier, c'est peut-être un mixte. Et peut-être qu'il va avoir une plus-value lui-même pour son projet. Avec aussi l'agriculture en bas des constructions ou c'est aussi une des façons d'essayer de préserver au maximum les terres qui sont les terres avec des hauts potentiels. C'est vrai. C'est difficile. C'est avec des négociations avec le promoteur. Ou peut-être l'exemple en Côte d'Ivoire, par exemple, quand on donne la possibilité à un promoteur de faire des logements, il lui impose à partir d'un seuil d'habitat, il doit forcément mettre une école primaire. Par exemple, si on lui dit, si tu bâtis 900 logements, il faut forcément avoir une école primaire. Mais il s'arrange à te construire 899, il dit, je n'ai pas atteint les 900. Donc, avoir encore de l'espace pour l'agriculture, c'est ça, on va pratiquer. C'est très fort. Ah, la subtilité des chiffres. Hein. Je pense qu'on a tous été confrontés à cette question un jour ou l'autre. Eh bien, je vous propose maintenant d'aller pratiquer l'alimentation. En clôturant pour l'instant cette première session, en sachant qu'il y a tout un certain nombre de questions qui peuvent encore émaner de cette assistance. Je vous incite donc à discuter avec les différents intervenants ou entre vous justement de ces éléments qui ont été évoqués lors de la matinée, qui, de mon point de vue, sont vraiment particulièrement riches. Et montre bien toute la complexité d'une part de cette question et d'autre part le yaka faucon, eh bien, c'est une vraie réalité.